tous, merci d'être si nombreux en ce samedi matin. Donc bienvenue à la nouvelle conférence Expérience de paysage en Méditerranée, organisée par la Fédération française de paysage PACA Corse, dont nous faisons partie, Brice et moi. Les partenaires et parrains, donc c'est toujours Pro Urba, et on est hébergé par la Maison de l'Architecture et de la Ville PACA. Nicolas Watté, notre président, n'a pas pu être présent, donc on n'a pas les panneaux, mais c'est pour ça. Il faut retenir que la conférence sera filmée par Images de Ville et se retrouvera donc sur le site Architecture en ligne, consultable, et aussi sur le site de la FFP. Un petit mot sur l'invité, Brice ? Oui, pardon. On remercie surtout Véronique Mur de venir aujourd'hui nous parler de... On peut l'applaudir, effectivement. Venir nous parler de paysages, mais de paysages vus, pas vus par une paysagiste, parce que Véronique est botaniste, et c'est d'autant plus intéressant de pas toujours inviter des paysagistes dans les expériences de paysage, comme ça a pu se faire à Paris au pavillon de l'Arsenal avec Jean Cabanel par exemple, Chiara Santini qui est historienne, Bernadette Blanchon qui est architecte et chercheuse à l'école du paysage. Ça apporte un degré un peu réflexif sur la pratique des paysagistes, et là en l'occurrence c'est un degré réflexif sur la façon d'utiliser les plantes, et c'est d'autant plus important aujourd'hui que Véronique nous parle de la façon dont elle travaille avec des paysagistes à l'heure où on ne discute plus nécessairement les enjeux de la préservation du vivant et de l'environnement, et à l'heure où les équipes de conception sont de plus en plus pluridisciplinaires et intègrent de plus en plus des botanistes, des écologues pour réfléchir sur ces questions-là. Et donc Véronique va nous présenter un certain nombre de projets et surtout son cheminement qui l'a conduit à travailler auprès des paysagistes et à travailler sur les questions de l'évolution des paysages. Voilà, Véronique, on te laisse la parole et merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée surtout. Je suis à la fois contente, honorée, un peu intimidée de voir cette salle où, heureusement, il y a beaucoup de têtes que je connais. Donc, j'ai déjà averti les étudiants que ça ferait l'objet d'une interro après. Donc, prenez des notes. Alors, pour cette présentation, j'ai essayé de réfléchir, de faire une synthèse un peu de ce qui avait été important dans mon parcours et de voir d'où venaient en fait les propos que je porte, les engagements que je porte en matière d'écologie méditerranéenne. Et pour commencer, je voudrais vous lire un petit texte, un texte de Pierre Sanso sur la Méditerranée. Sur cette image qui est une image de la calanque de Niolon que vous avez face à vous. Alors Pierre Sanso disait ceci, il disait « L'aridité du sol méditerranéen ne constitue pas une malédiction, il convient à la beauté d'un tel paysage. Un peu moins sec, il s'affadirait, il fondrait dans une redoutable tendresse. Il perdrait sa rudesse inhabitable, indocile au labour, à la main de l'homme, à ses soins intéressés. Non, cette terre n'enfantera jamais. N'attendez pas d'elle de joyeux poupons, de fructueuses récoltes. Aussi stérile qu'une ville, mais sans que cette stérilité soit un accident de l'histoire, un concours de circonstances. Par miracle, une végétation encore plus têtue et aussi sèche qu'elle surgit de là. Ces plantes ont autant d'orgueil que la terre où elles sont rentrées, comme par effraction. Elles ne demandent rien, elles ne gémissent pas sous le vent, elles ne quémandent pas l'eau dont elles manquent, elles ne postuleront pas à une place d'honneur dans un quelconque concours horticole. Quand cette terre s'amasse, elle prend la forme d'éboulis. Nous les devinons instables, nous pressentons qu'ils auront interrompu pour quelques millénaires leur course et qu'ils la reprendront quand bon leur semblera. Ce ne sont plus des bottes qu'il faut chausser afin de mieux rebondir, mais des espadrilles pour danser capricieusement de roc en roc. Marcher sur cette terre
procéderait d'une extrême et condamnable inconvenance. En outre, ce serait risquer de perdre l'équilibre en boitillant ou en heurtant un caillou, une plante plus vivace ou plus maligne. Pour qui possède le génie de ces lieux, ce sol est le plus bienveillant et le plus inspirant qui soit. Voilà, je vous laisse, je pourrais arrêter là et qu'on ouvre la discussion sur ce simple texte parce que tout ce qui va dérouler en fait va parler un peu de tout ça. Ici nous sommes en Corse, sur un littoral corse, on pourrait être dans un jardin, mais non, nous sommes sur le littoral corse. Alors, vous l'avez compris, je suis avant tout une méditerranéenne, une botaniste, mais avant tout une méditerranéenne. Et ce qui m'intéresse dans cette Méditerranée, c'est la manière dont elle est perçue. Je vous ai pas mis cette carte innocemment. C'est la carte du monde décaté du VIe siècle avant notre ère. C'est une des premières cartes du monde où la Méditerranée est au centre et l'océan tout autour. Je voulais faire référence ici à Élisée Reclus, qui est le premier géographe de la Méditerranée et qui en a fait un objet d'étude autonome. Et il qualifiait cette mer au milieu des terres, la mer Méditerranée, de grand agent médiateur qui modère le climat de toutes les contrées riveraines et en facilite ainsi l'accès. Et c'est donc une mer qui sert à l'échange, mais c'est aussi une valeur. C'est un regard qu'on porte sur cette mer et qui se déplace d'une définition géophysique restreinte à la prise de conscience d'un espace historique, économique, culturel, un lieu d'histoire organisé autour de la mer. Et l'adjectif méditerranéen, réellement, qui est un adjectif assez récent, en témoigne. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser que cet adjectif, il est associé à une mer, mais il est associé à un climat, il est aussi associé à une végétation, à des paysages et à un monde. Et moi, c'est ce monde qui m'intéresse en fait. Ce monde qui est caractérisé fortement par son climat. J'aime bien toujours commencer par cette notion du climat méditerranéen qui, de mon point de vue, régit beaucoup de choses. Il régit beaucoup de choses parce que, à cause de ceci, l'été qui allie de manière très particulière une saison, je dis doucement parce que c'est toujours difficile à dire, une saison chaude avec une saison sèche. Et c'est un des seuls climats du monde qui allie le chaud et le sec. Et du coup, c'est un peu double peine, à la fois pour les êtres vivants animaux, mais aussi pour les êtres vivants végétaux, qui non seulement doivent faire face à cette chaleur, mais n'ont pas d'eau pour les aider. Et l'autre particularité de ce climat, c'est du coup, du fait de cet été chaude et sèche, que les êtres vivants sont en dormance l'été, se mettent au repos, et on a de ce fait un climat qui est saucissonné en quatre et qui va nécessiter une adaptation de la flore, notamment, puisque on va se baser essentiellement sur la flore aujourd'hui, de la flore avec, au lieu d'avoir 6 mois de bonne saison et 6 mois de mauvaise saison, on va avoir des séquences de 3 mois, 3 mois de bonne saison qui sont l'automne, avec une température relativement clémente et de l'eau. Un hiver qui est une saison limitante plutôt du fait des températures qui sont basses, un printemps qui va être une bonne saison
et l'été qui va être la mauvaise saison de ce climat méditerranéen. Alors, j'essayais de me souvenir du plus loin que remontent mes observations sur la flore méditerranéenne. Et je me suis rappelé, je suis allée ressortir des choses que je crois que j'ai jamais montrées. Parce que en 83, j'étais dans le laboratoire de Francis Allais à Montpellier, en botanique tropicale. Je l'ai pas dit en amont, mais je me réclame être une méditerranéenne, mais j'ai fait que des études tropicalistes. Donc je suis à la fois botaniste tropicaliste, puisque je sors du laboratoire de Francis Allais, et puis j'ai fait un diplôme d'ingénieur en agronomie tropicale aussi. Donc voilà, ma formation était réellement axée sur le tropical, mais je n'ai jamais travaillé ensuite sur le tropical. J'ai toujours travaillé en Méditerranée. Et mes premières vacations quand j'étais étudiante étaient au CEF CNRS, et j'ai eu la chance de travailler pour 3 chercheurs du CEF de Montpellier qui travaillaient sur la phénologie des plantes méditerranéennes, qui travaillaient sur un programme international. Et ils m'avaient donné la mission d'aller observer les cycles de vie d'une 40aine d'espèces dans les garrigues des environs de Montpellier. Et donc j'ai passé 2 ans à observer la croissance des plantes. Ici vous avez une stéline douteuse, Stélinia dubia. Et donc je vous montre ces schémas que j'ai jamais dû montrer en fait, qui montrent le résultat de ce travail où mois par mois, je regardais quelle était la croissance des plantes et bien sûr, l'observation de tout ça montre qu'en été, les plantes méditerranéennes sont au ralenti et qu'elles fleurissent, qu'elles stoppent toute dépense énergétique. Pour les paysagistes, parce que je parle souvent pour les paysagistes, je pense que ceci, c'est vraiment une des notions de base fondamentale qui est en même temps très compliquée dans notre société où l'on consomme le jardin un peu comme toutes les autres produits de consommation, avec une idée que l'été est une saison de loisirs où on a envie d'être dans des environnements beaux et intéressants. Et nous, le jardin se met au repos l'été. Et voilà, on reparlera de cette question-là qui est très prégnante dans les questions que se posent les paysagistes en Méditerranée. Donc ici, vous avez les cycles de vie de la stéline douteuse. Une autre petite plante, le Teucrium caméidris, le Teucrium petit chêne, la Germandrée petit chêne, voilà, où j'ai également retrouvé ces petits schémas de croissance, floraison, fructification. Ça a fait l'objet d'une publication bien plus importante à l'époque. On est dans les années, là je crois que c'est 83, j'ose pas le dire, s'il y a longtemps. Pour poursuivre sur ces adaptations des plantes au climat méditerranéen, qui pour moi sont fondamentales et la base de tout. Alors on va pas faire que ça. En clin d'œil, j'ai amené ma loupe qui sert à accompagner les sorties pour aller voir le végétal vraiment au plus près de lui-même. Mais quand même, on va évoquer les grands traits de la végétation méditerranéenne. Ici, vous avez de l'asphodèle, bien sûr. Ce qui est intéressant dans l'asphodèle, c'est de regarder son système racinaire. Un système racinaire, pour ceux qui connaissent un peu nos paysages, et je pense que c'est tout le monde dans cette salle. Vous savez que l'asphodèle est un des premiers végétaux à revenir après un incendie, par exemple. Et pourquoi ça? Parce que son système racinaire est fabriqué de telle sorte, d'abord qu'il a des réserves, comme vous le voyez, et puis qu'il ancre le végétal qui, en fait, ces espèces de tubercules
qui sèchent après la floraison vont ancrer, descendre le végétal dans le sol et lui permettre au lieu de pousser vers le haut, de toujours s'enfouir au plus profond de la terre et du coup d'être résistant en cas de passage d'un incendie. On a la même chose avec les orchidées, hein, les ophris. Ici, vous avez ce que j'appelle encore la barlie de Robert, qui s'appelle maintenant Imantoglossum robertianum, qui s'appelait avant Barlia, mais elle a changé de nom. Et la même chose, hein, qui va l'été se protéger en faisant disparaître tous ces organes végétatifs aériens pour rester en sous-sol. On a aussi toutes les adaptations des feuillages. Ici, je vous ai mis juste pour le principe des adaptations des feuillages avec des surfaces inférieures des feuilles qui sont protégées pour protéger ces stomates qui sont les lieux d'échange entre la plante et le milieu aérien, et ces stomates par lesquels la plante va aussi perdre de l'eau, et qui sont protégés soit par des cuticules, soit par des poils, mais aussi quelquefois avec la feuille qui va se replier pour faire une espèce de petit cocon, un milieu isolé pour les stomates et leur permettre de moins perdre d'eau. Et du coup, j'ai mis aussi cette image pour faire référence à toutes ces plantes qui replient leurs feuilles l'été et pour lesquelles on craint parce que on les pense en souffrance. Parce qu'on les voit toutes recroquevillées. Et en fait, elles se recroquevillent surtout pour se protéger. Et donc, ces premiers réflexes qu'on a d'arroser pour, au contraire, que les plantes se remettent étalent bien leurs feuilles, en fait, on a plutôt tendance, dans ce cas-là, à effacer leur protection et à les mettre plus en difficulté qu'autre chose. Donc, on voit bien que tout ça, c'est des réglages fins et quelquefois difficile à appréhender de notre part, et tous les jardiniers, surtout des jardins publics, et j'en connais quelques-uns dans la salle, savent combien c'est difficile ça par rapport au vécu du public dans ces jardins en été. Voilà, on a aussi toute la palette des plantes aromatiques où là on a une grande part de toute ces poils présents sur l'épiderme de la plante, qui sont des poils que l'on appelle des trichomes, des poils épidermiques qui sont gorgés d'essences aromatiques et qui servent aussi à protéger la plante de la sécheresse. Voilà. J'ai mis les sédums en avance parce qu'on ne va pas passer la matinée là-dessus, mais avec les cas extrêmes, des plantes qui ont perdu leurs feuilles pour mieux se protéger, et où c'est une autre partie de la plante qui va qui va assurer la photosynthèse. Ici, la filante de Montpellier, comme son nom l'indique, où bien c'est une plante sans feuilles, affilante, et donc c'est le pédoncule floral là qui assure la photosynthèse. Donc ce que souvent on prend pour des feuilles très effilées de la filante, ce ne sont pas des feuilles, ce sont des pédoncules floraux. Voilà. Donc toutes ces plantes là qui sont très adaptées à ce climat méditerranéen, on va les retrouver dans nos jardins. Alors, j'en ai pris 3 comme ça, un peu, qui sont, je dirais, mes chouchous, quelque part. La badass, c'est peut-être un nom ni moi, la badass. Je ne sais pas si à Marseille, on l'appelle comme ça aussi, ici. Donc, le Dorygnium pentaphyllum ou Suffruticosum, qui est une plante qui est aussi une plante très mellifère, qui est très intéressante, qui fait de toutes petites fleurs, mais comme vous le voyez, elle se couvre de fleurs, elle se maintient au coussinet, et voilà, j'aime bien. Une autre que j'aime bien, le buplèvre ligneux, c'est une résistante de chez Résistante, et voilà, elle est assez intéressante pour les jardins, je trouve. Elle résiste énormément à la sécheresse, elle aussi. C'est une apiacée.
On n'a pas beaucoup d'apiacées ligneuses dans notre flore. Donc voilà, elle est intéressante. Et puis j'ai mis le pistachier lentisque parce que j'ai remarqué cette année où on est quand même dans une année un peu extrême. Moi, je trouve que le pistachier a eu une résistance incroyable et j'étais très étonnée de voir au mois de septembre, alors que toutes les autres plantes souffraient, peinaient, même les lauriétins, le pistachier était d'un vert éclatant, il semblait être resplendissant et vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai trouvé, je me dis, chapeau le pistachier, donc voilà, je vous l'ai mis ici. Alors, on va rentrer maintenant dans ce qui fait un peu le fond de mon travail. Parce que bien sûr, je suis botaniste, donc je m'intéresse à la flore méditerranéenne. Mais ce qui m'intéresse surtout, pas surtout, mais beaucoup, c'est le rapport entre l'homme et le végétal. Et comment depuis des millénaires, en fait, je crois qu'on peut dire des millénaires, l'homme a eu cette relation qui est arrivée jusqu'à nous, notamment à travers les jardins. Et vous allez voir que le jardin, donc comment je suis passée de la botanique au jardin pour arriver au paysage, et comment pour moi le jardin est un fil conducteur important dans cette question de la Méditerranée, mais pas que. Alors, en 97, je suis nîmoise, j'habite à Nîmes, et je me suis très vite intéressée, plus que très vite, parce que tous mes grands-parents avaient ce qu'on appelle à Nîmes un masé. Et donc j'ai vécu mon enfance dans divers masés de tous mes grands-parents. Et après avoir fait mes études de botanique, j'ai commencé à m'intéresser à une question qui était très peu traitée. À Nîmes, on a beaucoup parlé de la société des mazetiers, de ce que représentait cette société pour nous. Mais en fait, on avait très peu traité du jardin du mazet. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce jardin en faisant un peu de l'archéologie de jardin et en retravaillant. Ici, c'est un mazet que j'avais fini par acheter moi-même et où j'ai pu mettre ces idées d'archéologie de jardin à profit, puisque j'ai débroussaillé. C'était un jardin qui était abandonné depuis une grosse dizaine d'années, et donc j'ai débroussaillé en essayant de retrouver son histoire. Une histoire qui est faite avant d'être un jardin, c'était des champs. Des champs des vignes, des oliviers, des céréales. Et puis petit à petit, c'est devenu au 19e des jardins de loisirs en lien avec la société industrielle de Nîmes, qui était essentiellement des teinturiers. On va pas raconter l'histoire de Nîmes, mais du coup, j'avais vraiment envie, en 97, de sauver ou de maintenir dans un ouvrage que j'ai publié qui s'appelle Le Jardin de Garrigues, l'histoire de ces jardins, parce que j'avais le sentiment très fort que ces jardins étaient tous en train de disparaître et leur histoire en même temps, sous une croissance urbaine qui était exponentielle et qui transformait tous ces jardins de mazets et tous ces masets en résidence principale, avec du coup un jardin qui l'accompagnait, qui changeait complètement de vocation, et dans lequel on voyait fleurir l'arrosage automatique, le gazon, les piscines. Et ça me semblait vraiment, je peux pas dire une catastrophe, mais j'avais vraiment à cœur de raconter ce qu'avait été son histoire et de dire quelles étaient les plantes qui étaient dans ce mazet et toute l'histoire qu'elle racontait.
Donc voilà un jardin. Je vous ai mis des tableaux qui retracent un peu ces histoires-là, hein, dans lequel l'intérieur et l'extérieur se mélangent. Hein. L'intérieur, le masé, c'est aussi la petite bâtisse, mais c'est vraiment qu'une pièce d'appoint dans laquelle on range les choses. Et les pièces à vivre sont le jardin, hein, notamment la terrasse avec toutes les tonnelles pour l'ombrage. Et voilà, cette scène vous traduit bien tout ça. Et avec un petit détail important, c'est cette question de l'arrosage. Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de jardin sec, sans arrosage. Et j'ai bien conscience que il faut moduler cette image du jardin sec. Parler d'un jardin sec, c'est pas forcément parler d'un jardin où il n'y a nulle part de l'arrosage. Je pense que c'est vraiment parler d'un jardin avec un arrosage raisonné et qui prend en compte les besoins des plantes. Je m'explique. Vous voyez sur ce tableau de Coussens, vous avez ici des géraniums qui sont sur la terrasse et on peut pas imaginer des géraniums qui soient pas arrosés. Et vous avez cette personne là qui arrose avec un arrosoir, ce qui est au plus près de la terrasse. Et puis plus on va s'éloigner du point d'eau, plus les plantes vont être livrées à elles-mêmes et donc l'arrosage va petit à petit disparaître. Et c'est cette modulation de l'arrosage qui me semble important et cette réflexion sur comment on amène de l'eau aux plantes et quels sont leurs besoins qui me semble extrêmement importante. On va y revenir. Et donc pour moi, c'est l'éloge de la manière d'arroser le jardin de Mazet et donc l'éloge de l'arrosoir. Et on reparlera de ce que moi je considère être la catastrophe de l'arrosage automatique. Mais bon, on pourra ouvrir un débat là-dessus. On a aussi toute la question du vent qui va moduler le jardin. On parle peu du vent dans nos climats, alors qu'il est un élément fondamental de la composition du jardin, hein, mais aussi de la manière dont les plantes vont s'adapter à cet élément qui assèche, hein, qui multiplie la sécheresse, les effets de la sécheresse de manière excessivement importante. L'ombre est également un élément très important de ce jardin. La manière dont on se met à l'ombre l'été, hein, avec la tonnelle, ou dans les jardins avec l'arbre, hein, même dans les jardins publics. Ici, on est au jardin de la Fontaine. Et puis la manière dont on se met au soleil l'été quand même. Hein, on parle beaucoup l'hiver, pardon. On parle beaucoup de l'ombre, mais voilà, j'ai mis qu'une photo de ces messieurs. Là, on est aussi au jardin de la Fontaine. On est au pied de la grande terrasse du jardin de la Fontaine. Et en fait, là, c'est de monsieur. Vous voyez l'ombre qui arrive, et juste à leur droite, il y a un autre banc, et donc ils vont passer la matinée comme ça en allant de banc en banc, en suivant le soleil. On est en plein hiver, mais vous voyez qu'ils ont tombé leur manteau et qu'ils sont bien là au soleil. Voilà, ils avaient accepté que je les photographie, ça les faisait bien rigoler. Mais voilà, et j'ai pris d'autres photos d'eux comme ça dans le jardin. Donc la cagne, hein, les endroits à la cagne l'hiver, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis comment ce jardin aussi offre, on a un autre tableau de Coussens, offre des endroits de loisirs, et parce que le jardin est fait pour ça. Et donc ce livre que j'ai fait en 97, en fait, il a eu pas mal de succès à Nîmes, hein. Pas plus loin qu'à Nîmes, mais à Nîmes, il a eu pas mal de succès parce que ça parlait vraiment aux gens de leur histoire. Et il a vite été épuisé, en fait. Et quand je l'ai réédité en 2007, ce qui a été pour moi un point très révélateur, c'est qu'en 2007, j'ai fait une postface à cet ouvrage-là, et en 10 ans,
on était passé d'une situation où je voulais garder la mémoire, et vous allez voir que dans mon histoire, la question de mémoire est importante, où je voulais garder la mémoire d'un jardin, pour pas qu'il soit oublié, à une situation qui s'était totalement inversée. Et en 2007, ce jardin de Mazet était devenu un jardin modèle, qui m'a inspiré un peu le titre de cette causerie, qui était devenu au contraire le modèle des jardins d'avenir. Et là, je vais m'en référer, et je ne ferai qu'une citation de Gilles Clément, j'en abuserai pas, je vous promets. Et je voudrais quand même en faire une, parce que Gilles Clément, quand il décrit pour lui ce que sont les jardins à venir, il dit que ce sont des jardins qui s'accommodent des conditions naturelles, qui exploitent les matériaux locaux, qui réduisent les transports et les dépenses d'énergie, qui inventorient toutes les manières d'utiliser l'eau avec discrétion, qui cherchent le sens direct et simple du terrain, qui s'oppose au geste architectural venu en balafre dans le seul but de se montrer. Et quand j'entends, moi, ce passage de Gilles Clément dans l'ouvrage qu'il a édité avec Louisa Jones sur l'écologie, mais écoutez, moi, j'entends la description de ces jardins de Mazet. Et il me semble que les jardins d'aujourd'hui, leur fondement, c'est vraiment toutes ces valeurs qui étaient les valeurs des jardins qui sont arrivés jusqu'à nous jusqu'au 19e et 20e siècle. Et réellement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que dans ce 20e siècle, on perde toutes ces valeurs? Et c'est ce que moi, je suis sans cesse essayer de décortiquer. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos de jardins de Mazet aujourd'hui. Alors pas tous, hein, il n'y en a plus beaucoup, mais ça revient. Et donc mon deuxième propos qui s'enchaîne avec ce premier travail de ma jeunesse, si j'oserais dire, sur les jardins de Garrigues, il a débouché un travail un peu plus large qui passait du jardin au paysage avec... j'ai eu la chance de travailler sur un site magnifique qui est le site du Pont du Gard. On reste pas loin de Nîmes, même si on n'est plus tout à fait à Nîmes. Et ce site du Pont du Gard a été réaménagé dans les années 2000. J'ai eu, je le redis, la chance d'en superviser les aménagements extérieurs avec une paysagiste qui s'appelle Laure Cognam. Et puis un paysagiste pour mémoire de Garrigues qui est Philippe Deliot, que la plupart d'entre vous connaissent bien. Et avant de travailler sur le réaménagement, dans ce travail-là, on a eu vraiment, je redis la chance, parce que c'est pas dans beaucoup de projets qu'on peut faire ça, de travailler pendant un an juste sur l'histoire de ce lieu, sur l'histoire de ce paysage que j'ai travaillé au sein du laboratoire à Artopos avec Alix Audurier-Cross. On a travaillé sur l'histoire des paysages du Pont du Gard. Du coup, pas sur l'histoire de l'aqueduc, qui est traitée, lui, plutôt par les archéologues, mais sur une histoire qui est bien moins connue. C'est comment se sont façonnés ces paysages autour du site. On a beaucoup de textes de voyageurs et aussi d'illustrations. Vous avez ici un Hubert Robert célèbre sur le Pont du Gard. Donc, bien sûr, c'est du Hubert Robert, donc la ruine, elle est certainement magnifiée, mais en même temps, je voudrais vous lire sur cette image un tout petit texte de Stendhal en 1837, donc une cinquantaine d'années après cette peinture d'Hubert Robert, qui, de passage au Pont du Gard, a dit « Par bonheur pour le plaisir
du voyageur né pour les arts, de quelque côté que sa vue s'étende, elle ne rencontre aucune trace d'habitation, aucune apparence de culture. Le thym, la lavande sauvage, le genévrier, seule production de ce désert, exhalent leur parfum solitaire sous un ciel d'une sérénité éblouissante. L'âme est laissée tout entière à elle-même et l'attention est ramenée forcément à cet ouvrage du peuple roi qu'on a sous les yeux. Ce monument doit agir, cela me semble, comme une musique sublime. C'est un événement pour quelques cœurs d'élite. Les autres rêvent avec admiration à l'argent qu'il a dû coûter. Et alors, ce qui était très intéressant sur ce site du Pont du Gard, c'est de pouvoir et d'essayer d'évaluer les mutations de ce paysage. Et pour ça, il y a une petite parcelle qui nous a beaucoup aidés, qui est cette petite parcelle-là. Je vous ai pas mis toutes les photos que j'ai parce que il faut que j'avance quand même. Mais vous voyez, on a ici une parcelle un peu en croissant de lune qui est à peine boisée et qui aujourd'hui est la parcelle de l'arboretum qui se trouve au pied du pont. Et en fait, cette parcelle nous a permis d'établir un dialogue avec la Dréal à l'époque, parce que la Dréal voulait pas qu'on touche cet arboretum, parce qu'il était sacralisé, en fait. Il était au pied du pont et complètement sacralisé par la présence du pont. Et on s'est très vite aperçu que là, on est en 1934, donc vous voyez, il est à peine boisé, et quelques années plus tôt, c'était un champ de céréales. Et donc, vous voyez comment un paysage peut muter à une vitesse incroyable, passer du champ de céréales à ici, en fait, une pépinière des eaux et forêts pour reboiser tous les sites environnants du Pont du Gard. On a toutes les traces de ça. Et puis devenir un arboretum qui est devenu sacralisé, mais en 50 ans, il est devenu un lieu sacralisé du pont. D'où l'intérêt dont je parle tout le temps aux étudiants, d'avoir ce regard sur l'histoire des paysages qui permet aussi de relativiser et de remettre bien au centre le fait que le paysage, c'est avant tout une histoire, une relation entre l'homme et un territoire. Et que ce qui est important pour moi, c'est de toujours remettre au cœur cette relation et cette histoire et ce qui a amené à fabriquer ce paysage. Et donc aujourd'hui, le Pont du Gard, voilà, on est bien loin de ces questions de champ. On est dans un espace, dans un milieu que l'on appelle un milieu naturel. Hein. On est passé vraiment aujourd'hui à un site naturel protégé en tant que tel. Et qui se referme avec petit à petit cet aqueduc qui disparaît. Et au sein de ce site, j'ai à nouveau eu la chance de pouvoir travailler sur un espace, un parcours d'interprétation que l'on a appelé Mémoire de Garrigue. Donc vous voyez la filiation avec mon premier travail sur les jardins de Garrigue, sur lesquels on reparle de l'histoire des paysages méditerranéens et de ce paysage méditerranéen. Et il nous semblait important, à côté de l'histoire de l'aqueduc, qui est vraiment l'histoire de la romanité dans tout ce qu'elle a de grandiose, on parle de ces ingénieux paysans qui ont façonné ce paysage. Parce que là, on était bien loin des ingénieurs romains, mais on était dans un territoire où le sol a beaucoup d'importance. Ça, c'est les premiers pas que l'on peut faire dans Mémoire de Garrigue, avec l'histoire une explication sur les calcaires molassiques et les calcaires jurassiens. Mais on a essayé donc dans cet espace que le paysage raconte son histoire de lui-même.
Donc en fait, on l'ajuste avec Philippe Delio et Raymond Sarti, qui est un scénographe, qui est le scénographe qui avait fait la scénographie de l'exposition de Gilles Clément à la Villette, le jardin planétaire. Et donc on a travaillé à la mise en scène de ce lieu pour qu'il raconte l'histoire de ces paysages. Et si à l'origine, la commande qui m'avait été passée était de raconter l'histoire depuis l'époque romaine, et donc l'histoire des paysages romains, l'histoire des paysages médiévaux, l'histoire des paysages de Renaissance, en fait, en travaillant sur cette histoire, je me suis vite rendu compte que ça n'avait pas de sens de raconter des histoires différentes à différents moments. Ce qui me semblait avoir du sens, c'était de parler de la pérennité de la relation entre l'homme et ses cultures, cet agro-sylvopastoralisme méditerranéen qui a perduré une nouvelle fois jusqu'à la fin du 19e, jusqu'au 20e. Et donc, on a essayé de remettre l'homme qui n'y est plus dans ces paysages au cœur de ce paysage par le biais de ce que Raymond Sarti appelait les pierres petits poussés, c'est-à-dire ce sont des laves émaillées qui sont support d'illustration où l'homme est toujours présent dans ces illustrations, émaille comme ça le parcours de Mémoires de Garrigue. Voilà, dans lequel on reparle de choses qui reviennent à la mode de manière étonnante. Ici, on est dans la parcelle des cultures mariées. Les cultures mariées, c'est ni plus ni moins de ce qu'on réappelle l'agroforesterie aujourd'hui, mais que l'on a pratiqué de manière pérenne aussi, jusqu'à l'arrivée du machinisme agricole qui a sorti l'arbre du champ. Mais sinon, et autour de Remoulins et de Verspont-du-Gard, on a encore beaucoup de traces de cet arbre dans le champ. Et c'est ce qu'on a voulu présenter aussi dans Mémoires de Garrigue. Tout comme tout ce qui est de l'ordre de la cueillette aussi, qui faisait partie intégrante des pratiques des sociétés, d'aller cueillir des végétaux dans la garrigue, quelquefois trop, c'est pas que du bisounours que je vous raconte, mais voilà, on a été obligé, par exemple, les préfets avaient été obligés de prendre des arrêtés préfectoraux contre la cueillette du buis, parce que le buis était, vous le savez, un engrais vert, qui fait qu'il était tellement surexploité qu'on allait vers une disparition du buis. Aujourd'hui, cette disparition, on l'a pour d'autres raisons. Voilà. Donc, on y raconte l'histoire de la Garance, etc. Et je voudrais réélargir, du coup, on va faire des zooms comme ça, des chaînes, revenir sur Nîmes avec ces espaces de garrigues cultivées. Ici, vous avez le jardin de la Fontaine pour vous resituer dans la ville. Et vous voyez qu'en 1945, ici, c'est un cliché de l'aérophotothèque du centre Camille Julien à Aix, que je suis allée piocher dans ce beau fond des photos des Alliés, les Alliés qui préparaient le débarquement et qui ont photographié tous nos lieux. Et donc vous voyez clairement qu'en 45, c'est pas si vieux quand même, c'est assez rapide. Vous voyez que toute cette périphérie, c'était à l'époque la périphérie, aujourd'hui c'est devenu ce qu'on appelle la garrigue habitée à Nîmes, eh bien vous avez des champs, des parcelles d'oliviers, des champs où vous voyez très bien la présence de la culture dans ces espaces-là en périphérie de la ville de Nîmes. Voilà. La photo que je suis allée prendre sur Google Earth aujourd'hui, qui vous... Voilà, c'est même pas la peine que je vous dise quoi que ce soit. Vous voyez bien comment en 70 ans, on est passé d'une périphérie exploitée
à un endroit à habiter. C'était exploité, mais habité quand même, hein, mais à quelque chose d'habité dans lequel notre rapport au végétal a totalement changé. Et encore une fois, je voudrais insister sur cette question de notre rapport au végétal. Donc ça, c'est une carte postale, hein, de ce même environnement de Nîmes. On est dans les mêmes lieux, donc au début du XXe siècle. Et voilà des photos que j'ai prises donc assez récemment du même site. Et vous voyez la crue du pin d'Alep essentiellement. J'insisterai pas sur le pin d'Alep, mais voilà, je pense qu'il y a un chapitre tout entier qui peut s'écrire sur cet arbre-là. Mais donc une accrue forestière au sein de ces garrigues habitées qui est impressionnant. Alors, plus on est près de la ville, là on est autour de la Tourmagne, vous voyez qu'on a du cèdre, là un paysage un petit peu plus noble, si j'ose dire, parce qu'on est plus près de la ville. Mais ensuite, on est très vite là-dedans. Et je suis sûre que vous imaginez très bien quelle va être ma diapositive suivante. C'est-à-dire que, du coup, on peut très vite passer, vous voyez le petit Mazin, vous arrivez peut-être à deviner les oliviers qui sont du coup en sous-bois de la Pinède. Et donc ce que je voulais aborder, c'est ça. Pour l'instant, je vous ai parlé que de Méditerranée et pas trop de ce que les changements climatiques nous amènent aussi. Au-delà de la sécheresse, j'ai eu l'occasion de discuter avec James Aronson, un chercheur du CEF-CNRS qui a beaucoup travaillé sur la question de la restauration écologique, notamment en Méditerranée, et qui me disait que pour lui, la première conséquence des changements climatiques, ça serait l'incendie. Et alors là, on est au mois de décembre, alors la pression tombe un peu. Mais on a vu cet été, tous les jeunes paysagistes qui sont autour de moi, avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter cet été, pourront en témoigner. Tout cet été, on s'est mis une forte pression quand même sur la question de l'incendie. Et là, en Californie, vous voyez bien ce qui se passe. Et si vous lisez le dernier livre de Bruno Latour, ou Atterrir, vous voyez bien que ces changements climatiques, en ce moment je réfléchis beaucoup à la question du brassage planétaire pour préparer un colloque qui aura lieu à Cérisy au mois d'août prochain. Et la question du brassage planétaire et des migrations, elle va aussi être due certainement à des pays, à des territoires qui vont devenir inhabitables et peut-être aussi inhabitables pour des risques qui vont être tels que le feu, tels que l'incendie, alors qu'on le sait, le feu est constitutif aussi de nos paysages méditerranéens. On parle de pyropaysages et notre végétation est essentiellement est beaucoup adaptée au feu. Et le pin d'Alep, vous le savez, même il a besoin du feu pour se reproduire. Et donc on arrive à ces situations un peu paradoxales où on est dans les garrigues nîmoises toujours cet été. Et vous voyez, sans être trop vulgaire, que là ils ont eu chaud aux fesses quand même. Voilà. Et du coup, on arrive à des situations où les secours ici mettent tout ce qu'ils peuvent pour sauver des vies et des biens matériels, et que la lutte. En fait, on est dans une relation de lutte avec le feu. Alors que peut-être on pourrait fabriquer
des paysages qui soient plus résilients et plus adaptés à accepter ce feu-là, sans que l'on ait forcément ce risque par rapport aux vies, hein, essentiellement, et au bien des personnes qui soient prépondérants. Ça, c'est une photo que j'ai prise juste quelques jours après un feu. Hein. C'était peut-être même le lendemain, quelque chose comme ça, ou le surlendemain, je me souviens plus. Mais vous voyez que tout de suite, il y a une végétation qui se refait, entre guillemets, des plantes qui repoussent. On connaît bien hein, toutes nos plantes pyrophytes, le chêne kermès par exemple, hein, avec ces systèmes de souterrains qui lui permettent de se protéger contre un incendie, avec des repousses. Ici, c'est pareil, quelques semaines après un incendie. De la bruyère, hein, enfin, je pourrais vous passer comme ça des témoignages, mais vous les connaissez tous. Et je voudrais réélargir le regard pour parler de paysages. Parce qu'on a des paysages aussi, c'est quand on revient à l'histoire de comment se sont façonnés ces paysages et qu'on voit des résultats après incendie, eh bien on voit bien qu'il y a des formes, et plus que des formes, hein, des relations avec les paysages qui permettraient certainement, si on retrouvait cette relation-là à nos espaces, d'avoir des choses qui soient plus résistantes au feu. Moi ici, je ne vous fais pas de dessin, c'est une olivette. Entretenue, enfin, ce qui veut dire qu'au sol, il n'y avait pas de biomasse. Hein. Une vigne. Donc voilà, c'est pas des photos qui sont des cas isolés. Hein. Et ici, une photo que je vous resserre à chaque fois. Je suis désolée pour ceux qui l'ont vue déjà 1 millier de fois. Mais c'est une haie de cyprès. Hein, et vous savez récemment, on a découvert que le cyprès, avec l'arrivée d'un feu, à partir de 60 degrés, alors je sais, on me dit, ouais, mais quand il y a un feu qui est là, on est à bien plus de 60 degrés. Mais dès 60 degrés, il dégaze. Hein, mais le ginkgo fait ça aussi. Il déstocke en fait toutes ces matières inflammables. Et il se crée une bulle tout autour. Alors il n'y a pas que ça, parce que le cyprès, vous le savez, son feuillage est plaqué et il y a peu d'oxygène à l'intérieur, donc pas facilement brûlable. Mais enfin, voilà, on peut arriver à des choses comme ça. Je voudrais à nouveau changer d'échelle et venir plus près de vous, quitter Nîmes un peu, parce que vous en avez peut-être marre que je vous parle de Nîmes, et venir à Marseille. Parce que toute cette expérience, voilà, moi je crois que c'est un peu ce fil conducteur que j'ai tiré et je continue à tirer tout au long de ma carrière de botaniste, même si je suis passée par des fonctions complètement différentes. Mais au Jardin des Migrations, on se remet. On revient, on repart de là quand même. Hein. Vous voyez, ici, on a du buplèvre. Vous allez retrouver du buplèvre, de l'euphorbe, des cystes, toutes ces plantes méditerranéennes. Vous allez retrouver la colline. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de se remettre à l'échelle planétaire et de revenir sur ces questions de climat méditerranéen et de... qu'on ne trouve pas qu'autour de la Méditerranée, mais je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire ça ici, vous le savez tous. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de revoir combien tous nos paysages sont faits aussi de tout ce brassage issu de la Méditerranée. Et à Marseille, on est particulièrement bien placé pour s'en souvenir et pour en parler. Et le jardin des migrations, qui est donc le jardin du Mucem sur le Fort Saint-Jean, était le lieu totalement idéal pour parler de ça, parce que c'est un lieu qui s'ouvre sur la mer,
déjà rien que ça, c'est magnifique, qui s'ouvre sur le port de Marseille, hein, avec cette canebière et qui, rien que dans son nom, nous raconte cette histoire du chanvre, par exemple, et puis qui s'ouvre aussi sur ce bâtiment contemporain du MUSEM, avec ce musée des civilisations méditerranéennes. Donc on est là à la charnière d'un espace qui nous semblait, quand je dis nous, c'est bien sûr et peut-être avant tout APS, hein, les concepteurs, les paysagistes concepteurs de ce jardin, et Olivier Philippi, pépiniériste réputé pour tout son travail sur les plantes méditerranéennes et résistantes au sec, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pour ce jardin-là, et qui a été conçu à la fois pour être un jardin qui raconte l'histoire de la migration de ces plantes méditerranéennes, mais aussi pour être un peu un jardin, alors aujourd'hui je dirais toujours expérimental, sur ces nouvelles, sur cette manière de jardiner aujourd'hui en Méditerranée, pour avoir ces jardins d'avenir tels que nous les racontent nos jardins du passé, mais aussi tels que nous les proposent les jardiniers qui ont envie de jardiner au plus près de l'écologie d'aujourd'hui. Donc on va y retrouver bien sûr cette palette de plantes, la grande trilogie méditerranéenne, hein, de la vigne, des céréales et de l'olivier, des plantes donc de la garrigue, et aussi des plantes aromatiques. Mais bon, je passe très vite quand même sur le jardin, et de ce petit espace que moi j'aime bien, qui est juste un clin d'œil, qui est l'espace qui est le jardin des herbes de la Saint-Jean. Et les herbes de la Saint-Jean, alors vous allez me dire, on part peut-être un peu loin de la Méditerranée, du brassage, mais les plantes de la Saint-Jean, je trouve ça intéressant. D'abord parce que c'est le même Saint-Jean que le fort de la Saint-Jean, donc c'était juste un petit clin d'œil comme ça sur ça. Mais au-delà de ça, vous le savez peut-être, mais le matin du 21 juin ou 24 juin, on avait l'habitude d'aller récolter toutes les plantes magiques ou médicinales qui seraient utilisées ensuite toute l'année, et avec une palette de plantes dont il y en a 7 plantes qui sont un peu la base, et après toutes les régions avaient leurs plantes, leurs herbes de la Saint-Jean. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, au-delà de la palette végétale, c'était la récolte, parce que, vous le savez peut-être, c'est pareil quand on va récolter le thym. Le thym, on le récolte, pour qu'il soit bien, on le récolte le 1er mai. Alors aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé, mais avant l'aube. Et depuis toujours, on fait ça, on récolte avant l'aube. On ne sait pas très bien pourquoi, c'est un savoir empirique, mais on sait que c'est avant l'aube qu'il faut récolter. Les herbes de la Saint-Jean, c'est pareil, c'était avant l'aube et à reculons. À reculons, je ne sais pas pourquoi, j'avoue. Mais avant l'aube, aujourd'hui, quand on rentre un peu dans la physiologie végétale, on sait que les plantes aromatiques, elles synthétisent leurs arômes la nuit, et qu'ensuite la journée, elle les libère. Et donc avant l'aube, c'est le moment où elles sont le plus concentrées en plantes en essence. Et ça, je vous en reparlerai tout à l'heure avec le figuier, ça me paraît être une clé du savoir. Le savoir empirique qu'on s'est transmis de génération en génération en jardinant. Savoir qui me semble que l'on a perdu un peu aujourd'hui, et peut-être même beaucoup.
Donc voilà, je finis sur ce jardin des migrations qui reste pas concentré que sur la Garrigue, hein, qui s'ouvre sur toute la Méditerranée avec les orangers, avec les myrtes et les grenadiers, hein, qui font référence à tous ces jardins de la Méditerranée, qui sont pour moi les jardins voilà, les jardins des origines dans notre monde occidental. Plus ce jardin des salades sauvages, hein, qui reviennent à la question de nos usages. Salades sauvages qu'on maîtrise pas toujours, hein, qui ont le bon goût, de mon point de vue, de venir se mettre justement tout le temps en dehors des plates-bandes. Je racontais tout à l'heure à François, qui est là-bas derrière, que on a essayé, on voulait les mettre, là on est à du cornichon d'âne, avec Balium elaterium, qui est une plante qu'on retrouve facilement sur les trottoirs ou dans les délaissés. Et on voulait la mettre en tant que telle dans les plates-bandes et on n'est jamais arrivé à la cultiver. Mais ça a été la première à revenir dans le jardin toute seule, mais juste de l'autre côté de la... Vous voyez, là, la plate-bande où on voulait la mettre, elle était juste en haut et elle est venue juste en bas. Et c'est assez sympathique. Ceux qui me connaissent savaient que j'allais parler des élantes. Parce que ce regard qu'on a sur les plantes issues du brassage planétaire, dont certaines on a totalement intégrées dans notre cortège de plantes patrimoniales, d'autres moins. L'élante, c'est le cas. Donc, au jardin d'immigration, il y a un jardin des élantes qui vient clore le parcours et qui vient donc ouvrir sur la question des migrations actuelles, mais aussi des changements climatiques. Parce que pour moi, l'élantes qu'on a introduit comme plante ornementale, hein, vous trouvez dans Paris pas mal d'élantes qui sont absolument somptueux, et qu'aujourd'hui on désigne du doigt comme plante invasive, menace sur la biodiversité, moi j'ai envie qu'on ait quelquefois un regard bienveillant sur elle, notamment en milieu urbain, parce que, voilà, là on est sous le merlan, et moi, quand je vois cette situation-là, je dis, ben là, qu'est-ce qui est le plus invasif ? Soyons, voilà, allons jusqu'au bout de ces questions d'invasion. Et il me semblerait bien plus sain, plutôt que de pointer du doigt des espèces végétales, de pointer du doigt la dégradation de nos milieux, qui sont les lieux où on trouve les proliférations végétales, parce qu'il y a des végétaux qui sont des plantes opportunistes, qui viennent reconquérir des milieux en déséquilibre, et l'élante en fait partie. Et je me dis, est-ce qu'à l'avenir, en ville, on va pas avoir besoin de l'élante un jour ? Est-ce que cet arbre qui arrive à pousser là, sans qu'on vienne le planter, sans qu'on lui ait rien demandé, sans qu'on vienne l'arroser, il n'y a pas de goutte à goutte à ses pieds, est-ce que ça fait pas partie d'une des solutions pour que nos villes soient vivables demain ? Je vous pose la question, qui cet été, au mois d'août, sortait en ville à 14h ? Qui faisait ça ? Voilà. On s'est tous trouvés reclus dans les villes. Et du coup, on voit bien que notre sauvegarde du milieu urbain va passer par l'arbre. L'arbre qui est ce grand médiateur de notre climat, qui fait pleuvoir
Hein, alors, avant qu'il fasse pleuvoir en ville, je ne suis pas sûre que ça arrive, mais qui fait pleuvoir au-dessus de la forêt amazonienne, entre autres. Et voilà, donc moi, je pose juste ces questions. Je sais que je suis en désaccord, alors là, pour le coup, de manière assez franche avec Francis Allais sur cette question-là. Mais voilà, j'ai envie qu'on y réfléchisse un peu mieux. Et du coup, j'ai quelques plantes comme ça qui sont mes plantes qui sont pour moi des révélateurs de notre rapport au végétal aujourd'hui. Le figuier est aussi une de ces plantes-là. Il y a un jardin des figuiers au Fort Saint-Jean également, dans le jardin d'immigration. Donc là, c'était une photo du jardin d'immigration. Une autre photo que je présente dans tous mes diaporamas. Donc, excusez-moi si vous l'avez vu déjà 1 million de fois. C'est un figuier qui était au pied du Fort Saint-Jean. Et quand j'allais travailler, avant l'aménagement, quand on travaillait sur la mise en place du jardin, je me suis amusée à photographier ce figuier vu du fort parce que il y avait toujours quelqu'un dans le figuier et c'était un vrai lieu. Voilà, c'était un vrai usage. Il y avait toujours quelqu'un sous ce figuier. Bien sûr, quand on a réaménagé, quand je dis on, je m'inclus pas dedans, hein, quand tout le quai autour du fort a été réaménagé, le figuier a disparu. Et alors, vraiment, je me suis posé la question de pourquoi ce figuier a disparu. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien leur faire quelle menace pouvait représenter ce figuier-là, alors que c'était un vrai lieu, voilà, avec un usage. Et je le regrette tant que c'est une espèce d'hommage à ce figuier que je présente en le mettant dans tous mes diaporamas. Donc voilà, maintenant ça fait rire les gens quand je le présente, mais je comprends pas. On a la même chose avec les étudiants, on jardine, les étudiants de l'école du paysage, de Marseille, on jardine à la friche de la Belle de Mai, et on a la même histoire avec les figuiers de la friche de la Belle de Mai qui sont sans arrêt ratiboisés, alors que le figuier est pour moi l'emblème de l'évolution de notre relation avec le règne végétal. Un règne du vivant, on est d'accord, le règne végétal, les végétaux, ce sont des êtres vivants. Le figuier est la première plante que l'on a domestiquée, avant l'olivier. Il y a des chercheurs qui ont démontré, j'ai pris les références pour pas que vous pensiez que c'est encore des histoires de méditerranéennes que je raconte là. Un chercheur qui s'appelle Finn Kletschberg du CNRS de Montpellier a montré à partir de fouilles de sites néolithiques de la vallée du Jourdain que le figuier n'aurait pas été domestiqué il y a 6500 ans, mais il y a 11 400 ans. C'est-à-dire vraiment notre première plante domestiquée plusieurs milliers d'années avant l'olivier, donc à un moment où on était en plein passage de cette société qui se sédentarise et qui commence à cultiver. Vous connaissez peut-être tous aujourd'hui l'histoire de la pollinisation du figuier, qui est avec un petit blastophage, qui est une histoire que l'on connaît, qui a été découverte dans les années 70. C'est très peu, il y a très peu de temps. Si vous comparez entre 11 000 ans et les années 70, où on est donc il y a 40 ans, où on a découvert et expliqué scientifiquement la pollinisation du figuier. Et moi, j'aime bien raconter une autre histoire qui est celle de la caprification. La caprification, qu'est-ce que c'est ? C'était l'opération qui, alors je ne peux pas dire depuis 11 000 ans, j'en sais rien
donc ça serait vraiment brodé. Mais en tout cas, au moins depuis l'Antiquité, puisque Pline en parle, on savait qu'il y avait une opération qui était extrêmement importante, une opération culturelle qui était extrêmement importante à faire quand on avait des figuiers. C'était d'aller chercher des branches de figuiers sauvages et d'aller les pendre dans les figuiers domestiques. Et que grâce à cette opération-là, qui nécessitait du coup qu'on arrêtait tous les travaux des champs, on allait faire cette opération-là. Et on savait que grâce à ça, on allait avoir de bonnes figues. Qu'elles seraient meilleures, plus sucrées, plus charnues. On ne savait pas pourquoi. Ça restait un mystère. On savait qu'il y avait une histoire derrière, mais certainement magique. Mais on savait que c'était important. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Parce qu'il y a la pollinisation qui implique le figuier sauvage, qui abrite le blastophage l'hiver et qui porte le pollen du figuier et qui permet de féconder les figues du figuier domestique et donc de faire en sorte que ces figues soient meilleures, plus sucrées, plus charnues, même si on peut avoir des figues sans fécondation quand il n'y a pas de blastophage. Par contre, si vous regardez autour de vous, qui fait encore cette opération qui était l'opération la plus importante, qui était la caprification? Personne. Et donc ce savoir empirique, aujourd'hui, il a totalement disparu. Et ce savoir scientifique que l'on appelle de nos voeux, bien évidemment, surtout les botanistes, en ce moment où on découvre toute la manière dont les végétaux communiquent entre eux, enfin, c'est quelque chose de fabuleux. Mais en même temps, qui détient ce savoir? Très très peu de monde. Alors qu'avant, ce savoir empirique était maintenu par la plupart des gens. Et on entretenait ce savoir par les générations, mais aussi par... Oh, ça c'est juste pour le fun, parce qu'on oublie le figuier, mais lui, il ne nous oublie pas. Ce savoir, il est maintenu pour moi à travers un élément très important qui revient un peu à ce que je vous disais au début, qui est le jardin. Alors, avant d'arriver au jardin, je vous fais juste un petit intermédiaire, parce que je pense que, mais c'est très rapide, sur le canal du Midi, qui procède de la même chose, de ce lien tracé avec l'homme. Vous savez que le canal du Midi, les arbres, les platanes du canal du Midi sont en grand danger avec le chancre coloré qui s'étend à vitesse exponentielle avec une disparition programmée de tous ces platanes. Et donc, quand avec Philippe Delio, on a fait l'étude sur un cahier de référence pour retrouver une nouvelle palette végétale sur le canal du Midi, moi je suis allée dans les archives du canal du Midi qui détiennent, et ça c'est absolument magique parce qu'on n'avait pas ça du tout au Pont du Gard par exemple, comme le canal du Midi c'était une entreprise privée, ils ont conservé absolument tous les documents qui leur permettaient de justifier les travaux, que ce soit les travaux du canal ou les travaux de plantation. Et donc on retrouve des cahiers de plantation sur tout le long de l'histoire du canal du Midi. Mais on retrouve cette histoire depuis Riquet, depuis 1680 jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous refais pas toute l'histoire parce que sinon, on y serait jusqu'à ce soir. Mais je vous ai pris juste deux petits tableaux qui illustrent ça. C'est le cahier des plantations qui nous permet d'avoir la liste des essences cultivées en 1772. Donc, fin 18e. D'abord, vous voyez qu'il n'y a pas un seul platane et que c'était des mûriers, des saules, des peupliers, des ormes, des chênes, des frênes, des oliviers, des aulnes et des arbres fruitiers qui étaient cultivés pour leur rapport. Et que il y en a 55 272, et que c'est le premier chiffre significatif de ces arbres, des alignements sur le long du canal. Ce qui veut dire que Riquet n'a jamais planté un arbre,
Première chose, quand on dit les platanes, c'est Riquet. Non, Riquet n'a jamais planté un arbre. Il est mort, vous le savez peut-être, avant même que son canal soit terminé. Mais surtout, jusqu'au XXe siècle, les arbres plantés le long du canal du Midi étaient des arbres de rapport, étaient des arbres que l'on utilisait. Et donc, moi, de manière un peu maligne, donc ça c'est le deuxième tableau, vous voyez que les platanes sont arrivés au 19e. Et que le résultat aujourd'hui de cet emblème des alignements majestueux du canal du Midi, c'est simplement que le VNF n'avait plus les moyens de gérer les platanes, et donc ils ont eu une croissance. Le platane est un arbre de première grandeur, hein, avec cette croissance, ce qui lui a permis de faire cette voûte absolument majestueuse au-dessus du canal, mais qui n'a pas été un alignement et une voûte désirés, même si j'ai eu de nombreuses discussions, notamment avec Régis Ambroise, qui a travaillé sur les canaux, sur ces questions-là. Le fait qu'elle n'ait pas été désirée ne veut pas dire qu'elle n'était pas admirée, mais elle n'a pas été plantée pour faire un geste paysager autour du canal. Hein, c'est quelque chose d'important à réaliser. Et donc moi, face à la disparition des platanes, j'avais de manière un peu, que je croyais être malicieuse, essayé de proposer de retrouver des arbres dont on allait exploiter le bois pour retrouver cette pérennité entre l'homme et les arbres du canal, puisque la seule chose qui a vraiment changé au cours des dernières années, c'est ça, c'est qu'on ait arrêté d'utiliser ces platanes, et pour leur retrouver un sens. Et clairement, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Ce qui n'a pas eu de succès non plus, c'est qu'on avait proposé pour remplacer le platane toute une palette végétale avec un arbre phare qui était le liquidambar d'Orient, parce que il a déjà beaucoup de similitudes avec le platane, et puis c'est un arbre de première grandeur. Mais il a contre lui que c'est un arbre exotique, et ça ne fait pas très bien aujourd'hui de mettre des arbres exotiques. Un dernier tableau avant d'arriver au jardin, et puis peut-être que j'arrête de parler. C'est ces tableaux que vous connaissez certainement, hein, de Badeau, qui projettent en fait les situations de modification de l'aire potentielle des végétaux dans le siècle à venir. Ça ne veut pas dire que les végétaux vont faire ce chemin-là, mais ça veut dire que les végétaux vont se retrouver dans des situations où soit ils vont s'adapter, soit on va avoir des migrations, hein, comme un peu les migrations des hommes dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je voudrais juste conclure en revenant au jardin. En revenant au jardin, parce qu'il me semble que cette question du jardin, et pas n'importe quel jardin, le jardin périurbain, ce jardin de ville, ce jardin nourricier également, dont je vous mets quelques photos, parce que quelque chose qui me frappe quand je vais dans des villes qui ont conservé, vous savez, tous ces jardins où on allait, un peu comme ces jardins de Mazet à Nîmes, mais qu'on retrouvait à différentes échelles dans toutes nos communes, qui n'étaient pas des jardins clos avec des ganivelles comme on a aujourd'hui. Ça, j'avais envie de m'adresser aux paysagistes vraiment en montrant ces photos, parce que vous voyez, c'est des jardins dont les parcelles sont réellement bâties. Ici, on est dans le Minervois, à Ziané. Donc, toutes ces petites portes donnent sur des jardins vivriers. Ici, on est à Vers-Pont-du-Gard. Et vous voyez la filiation de bâtis que l'on a, hein. On a toujours quand même une rue, des murs, des portes, des canaux. Donc quelque chose de très organisé et construit. Ici, on est dans la Drôme. On a toujours le même schéma. Et ça me semble très important de se redire, voilà, comment, grâce à l'aménagement, on assoit ces jardins
dans notre usage. C'est pas qu'un jardin éphémère qu'on entoure de ganivelles et où on sait que dès qu'on aura un vrai projet, quoi, un truc un peu sérieux, ils vont disparaître. Voilà. Là, c'était du sérieux. Et cette relation-là avec le végétal, elle me semble passer avant tout, ici on est dans les jardins du Castellas à Marseille, hein, les premiers jardins familiaux de Marseille, elle me semble passer par ce geste, pas que par l'enseignement de la botanique, où bien sûr cet enseignement je le réclame à corps et à cri, mais je pense qu'on a besoin de cette relation physique, de retrouver cette relation physique avec le végétal. Et là, il me semble que les paysagistes ont un rôle fondamental dans le potentiel de jardin qu'ils peuvent offrir aux habitants en ville. Et plus que ce potentiel, cette obligation des jardins, quel que soit le jardin, alors là c'est un petit clin d'œil aux étudiants de l'école du paysage, hein. On est à la friche de la Belle de Mai, et voilà, à la friche, on jardine pas que dans les fissures, mais on jardine aussi dans les fissures. Et pour cette avant-dernière diapo, je voudrais revenir à un tout petit texte de Pierre Sansot qui sera ma conclusion. C'est un écrit que j'ai trouvé qui est juste une note sur un feuillet qui n'est pas daté, pas publié, mais dans lequel Pierre Sansot disait « Et là, peut-être, étonné de l'amitié éprouvée pour un végétal, jamais ne s'estompera l'émerveillement de cohabiter avec un être d'une espèce différente. Si l'on ne perd pas de vue l'étrangeté de cette aventure, nous lui accorderons un prix inestimable. » Juste, je vous dis un mot sur cette dernière diapo. Stan est là au fond, que moi j'ai adoré ce moment avec Stan, Gilles Clément et Francis Allais. On a fait une manif avec des enfants. Et c'est les enfants qui avaient fait les panneaux et on a manifesté en Corse autour de l'Institut de Cargèse, voilà, pour la sauvegarde des végétaux. Et c'était un moment tellement beau que voilà, l'enthousiasme de ces enfants, de cette manif qui était improvisée en une semaine, c'était trop beau. Alors, merci Véronique pour ta présentation, c'était super intéressant. Tu as montré à travers tout ton diaporama comment t'es passé de l'étude de la plante au jardin puis au paysage et surtout en dernier lieu comment tu es dans des équipes de conception et comment t'assistes les paysagistes pour qu'ils définissent le mieux possible l'utilisation des plantes. Au fond, pour reprendre les travaux par exemple de Sonia Caravel, tu participes à être une passeur de paysages. Tu travailles avec les paysagistes sur le récit et pas n'importe lequel. Toi, tu es sur le récit des plantes. Je me demandais justement si depuis ces 20 dernières années, 30 dernières années que tu travailles avec des paysagistes, tu as perçu une évolution sur leur façon d'utiliser la végétation, notamment au regard des nouveaux enjeux liés à la préservation du vivant et de l'environnement. Clairement, oui. Oui, mais je le vois bien déjà avec toutes les générations d'étudiants qui passent à l'école et avec les demandes qui me sont faites par les paysagistes pour intégrer des équipes, souvent pour tenir ce propos-là, pour parler, enfin pour essayer de décortiquer ça. Mais je reste très modeste face à ça, notamment j'ai Stan en face de moi sur le jardin des migrations que l'on a voulu un jardin
exemplaire sur ça, hein, un jardin modèle. On voit bien la difficulté de tenir tout ça. On voit bien qu'on n'est pas, qu'il faut rester. Moi, j'ai envie d'être un passeur. J'appuie très fort sur la pédale parce que je sais aussi que si on n'appuie pas aussi fort, tout ça va s'édulcorer et rien ne sera fait. Mais en même temps, j'ai conscience de la difficulté de passer réellement, d'appliquer tout ce que je dis concrètement, parce que on est aussi, on a, même si cette rupture avec notre environnement, elle est depuis très peu de temps, un siècle, à l'échelle de l'homme, elle constitue des vies entières, et que c'est très compliqué de faire évoluer déjà notre regard sur la question de la Méditerranée, le fait que le jardin soit au repos l'été, enfin que les plantes du jardin soient au repos l'été alors que c'est la saison touristique par exemple, et que les gens ont envie de voir un beau jardin l'été et ne comprennent pas. Alors que l'hiver, ça gêne personne, que les arbres n'aient plus leurs feuilles, par exemple. Si jamais des arbres perdent leurs feuilles en été, on va dire, mais vous vous rendez pas compte, ces arbres souffrent. Alors que l'hiver, jamais vous pensez qu'un arbre souffre. Mais, on voit bien qu'on est encore, qu'il y a une évolution très importante à avoir. Mais je suis optimiste, je pense qu'elle peut se faire très vite, hein. Mais voilà, je vois une évolution très nette, mais il y a encore beaucoup de boulot. Merci pour votre propos, vraiment très intéressant. Moi, je me soucie d'un problème que vous évoquez en filigrane, sur lequel j'aurais voulu avoir votre point de vue. C'est, je dirais, l'usage. Les jardins du passé, on a besoin des plantes parce que si on n'a rien, on mange pas. Donc il y a tout ce mécanisme demeure et disparaît à la deuxième moitié du XXe siècle parce qu'on commence à industrialiser la production des végétaux pour l'usage. Et maintenant, on revient, on change de perspective à nouveau. C'est comme si on admettait l'industrialisation de ce dont on a besoin pour se nourrir ou d'autres choses du genre, et que l'intérêt pour le végétal devait être porté uniquement par la logique, changement climatique, écologie, etc., et que ne restait finalement qu'un petit discours à la mode sur le local, la production locale. Puis bon, c'est juste pour mettre un peu, je sais pas quoi, d'oignons sur sa salade de tomates qui viennent de la production industrielle. Donc cette espèce de modification dans le sens qu'on donne à notre rapport au végétal, est-ce que c'est pas quand même plutôt inquiétant sur ce qui va se passer après si on n'utilise pas davantage les végétaux pour nos besoins? Oui, c'est un peu ce que j'essaie de dire en filigrane. Vous avez raison, mais les besoins ont changé. Vous le dites très bien. Du coup, c'est quels sont les nouveaux besoins? C'est ça qu'il faut définir. Et moi, j'essaie d'être. J'ai vu passer des articles sur le caractère anecdotique, par exemple, de l'agriculture en ville et le fait que ce soit juste comme ça, comme vous dites, des effets de mode. Et quand je réfléchis à ça, je me dis, c'est pas grave que ce soit un effet de mode. Au contraire, il faut relancer une machine. Et si ça passe par un effet de mode, ne le renions pas. Au contraire, enfonçons-nous, on met un pied dans la porte et on y va. Je pense qu'il faut être aussi opportuniste que les lentes. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut tout utiliser et retrouver des usages. Mais je vois bien dans les discussions moi que j'ai avec les étudiants, enseigner ça fait beaucoup de bien parce que ça permet d'entendre aussi
le retour, c'est pas que de se dire on apporte une parole, c'est aussi d'écouter ce que disent, ce que ressentent et vers quoi tendent ces jeunes générations. Et moi, je suis absolument optimiste parce que je les sens, je les vois là, et je les sens très porteurs de tout ça et convaincus. Et ça me fait souvent rire parce que pour faire un clin d'œil, un hommage à Georges de Mouchy, qui est un grand paysagiste de Marseille. Et je me souviens avoir fait des arborisations avec Georges à Berre, à Saint-Chamas, qui était sa ville. Et Georges me disait, quand je vois tous les étudiants, comment ils sont intéressés par la botanique, mais nous, on trouvait ça rasoir à notre époque, la botanique. Et donc, je me dis, c'est ça qu'il faut mesurer. C'est comment, même si c'est pas parfait, moi, je trouve que, franchement, les étudiants, ils sont vraiment... Il y en a qui, lundi, vont avoir un test de reconnaissance, là, donc... mais ils sont... ouais, non, je leur redis, je trouve qu'ils sont super, vraiment très intéressés. Et c'est ça qui me donne de l'optimisme. Parce que je crois, pour revenir à cette question des paysagistes, je crois que les paysagistes sont des passeurs très forts. Ça peut être vraiment une de leurs missions. Pas uniquement que de nous former, des aménager des espaces. C'est ce rôle-là, parce que de nous fabriquer des lieux comme ça d'échange avec le végétal. Bon, merci Véronique pour ce remarquable exposé et ton engagement. On voit que tu progresses depuis des années de la plante jusqu'au paysage, donc merci de nous rapporter ce témoignage. Ma question, c'était, ou plutôt t'interroger sur notre difficulté aujourd'hui à savoir gérer le vivant. On se rend compte dans ton exposé que ton engagement sur la transmission et la mémoire nous renvoie aussi que notre société a de plus en plus de mal à savoir gérer le vivant et le dynamique. On le voit avec les reconquêtes des délaissés et le regard un peu stigmatisant qu'on a sur le végétal. Et tu te doutes sur quel thème j'aimerais t'interroger, c'est la question du feu. Et tu es passé de la culture à justement ce barbouillage du pain d'Alep. Et aujourd'hui, même nos stratégies de gestion, on va dire la politique dite de défense de la forêt contre l'incendie, des FCI et le brûlage dirigé, entretiennent des paysages ouverts et donc inflammables. Et du coup, j'aimais avoir tes lumières là-dessus. On sait que Éric Rigolo à l'INRA d'Avignon défend la pratique du brûlage dirigé, mais qu'on boucle autour de la strate de la pinède. Et du coup, accompagner le vivant, c'est aussi accompagner dans le temps long. Donc, à toi de nous dire. Cette question du vivant est importante. En fait, j'aurais deux réponses à tes questions. La première sur le vivant. Pour moi, là où on est le plus défaillant sur le vivant, qui nous empêche, et plus ça va, plus j'en suis convaincue, qui nous empêche le plus d'avoir une relation pertinente avec le règne végétal, c'est la question du système racinaire. Il me semble que tout se joue, notamment par rapport à nos métiers, là, tout se joue sur la qualité du système racinaire. Et que c'est ce point-là auquel il faut s'intéresser bien plus que la partie aérienne. C'est tant qu'on continuera déjà à planter grand. Je vous avais mis, mais j'ai allégé mon diaporama. Vous en sortez bien parce qu'il était encore plus important. Tant qu'on continuera à planter grand, à planter des plantes qui sont cultivées en bousillant le système racinaire d'origine, c'est-à-dire celui qui va descendre, qui va aller implanter la plante au plus profond, et souvent là où il y a l'eau, tant qu'on n'est pas performant là-dessus, et qu'on a des contraintes aussi qui sont des contraintes de maître d'ouvrage, hein, c'est-à-dire voilà, la demande, et
J'ai eu pas plus tard qu'avant-hier un maître d'ouvrage qui dit « Bon, mais ces arbres-là, vous êtes sûr qu'ils seront assez grands pour que, quand ça va ouvrir, les gens voient quelque chose de grand quand même ?» Voilà. Et on est sur cette obsession-là, hein, de planter grand, et alors qu'il me semble, et c'est une des réflexions qu'on a au Jardin des Migrations, c'est qu'il faudrait compter sur des semis. Alors, pour un paysagiste, c'est pas pratique, hein, ça j'avoue. Mais au Jardin des Migrations, moi, ce que j'observe, c'est que il a ouvert en 2003, il était planté en 2003. Pratiquement tous les pieds-mères, que du coup j'appelle pieds-mères, disparaissent, là, ou ont disparu. Par contre, tout s'est ressemé. Et est-ce que c'est pas ça la nouvelle stratégie, l'expérience qu'il faut qu'on acquiert, c'est-à-dire de composer des jardins avec des plantes qui viennent se mettre en place toutes seules et du coup avec des systèmes racinaires qui soient pas perturbés par l'homme au démarrage et donc qui soient le plus performants possible. Ça, c'est ma première... c'est le constat qui est très récent, hein. Vraiment, c'est de ces quelques années-là où plus ça va, plus j'avance en me disant c'est le système racinaire la clé de tout, notamment pour les jardins avec un arrosage minima. Et c'est pour ça que je suis tellement opposée au goutte à goutte, par exemple, ou à l'arrosage automatique qui arrose que dans les premières couches du sol et qui fait que du coup, le système racinaire va se développer là, dans ces premières couches du sol, là où il est le plus vulnérable par rapport à la sécheresse. Il va pas descendre, alors qu'il faudrait que l'arrosage nous aide à faire descendre le système racinaire. Donc ça, c'est vraiment ma préoccupation d'aujourd'hui. Et ensuite, sur la question des pyropaysages, oui, cette question du débroussaillement et du brûlage dirigé qui bloque en fait l'évolution à un stade et pour moi gênante. Même si elle nous réconcilie avec le feu, alors je suis, vous le savez, de nature, j'essaie d'être toujours bienveillante et donc je me dis ça nous réconcilie quand même le brûlage dirigé avec cette matière feu que l'on réintroduit dans nos pratiques et que l'on se réapprivoise sans la considérer que comme un risque majeur. Donc en ça, le brûlage dirigé pour moi est très intéressant. Mais c'est vrai que quand on discute avec Eric Rigolo, lui-même en convient, la pinède n'est... Alors, théoriquement, elle n'est que un passage vers la chaînée. On sait aussi que dans nos paysages tels qu'ils sont aujourd'hui, la pinède peut être un stade final. Mais ça bloque et c'est dommage. Et moi, j'insiste sur le fait de retrouver non pas un modèle uniforme que serait la chaînée, je cherche pas du tout ça, mais à retrouver ce qui pour moi est la caractéristique des milieux méditerranéens, c'est la mosaïque. C'est une mosaïque de paysages. C'est ça qui m'intéresse et sur lequel je pense qu'on peut compter pour avoir des paysages qui soient résilients. Merci Véronique. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec cette histoire au niveau des racines. Et c'est vraiment très préoccupant de voir la façon dont on traite les plantes en pépinière. Et c'est une observation qui est judicieuse. Et je voudrais dire, pour quelle raison s'intéresse-t-on si peu aux racines? C'est très difficile d'accès au point de vue expérimental. À ma connaissance, moi j'ai travaillé pas mal là-dessus, à ma connaissance, il y a très peu de gens qui ont fait des travaux sur le système racinaire. Il y a Rimbaud à Angers, donc il a fait sur les arbres après une tempête, donc parce que les arbres ont pu être arrachés facilement, condamnés, mais on ne va pas sacrifier un arbre pour aller étudier son système racinaire. Et comment faire aussi? Alors moi-même, j'ai travaillé pour le parc national du Vésuve à Naples sur la revégétalisation des pentes du Vésuve et notamment les systèmes racinaires. Et j'avais mis au point pour déraciner les arbustes un système avec tout simplement un camion-citerne. On arrosait, on mettait en place des étais pour que la plante ne bouge pas. C'était surtout des arbustes, hein, des petits arbres. Et ensuite, on arrosait pour accéder à toutes les racines. Mais c'est très lourd au point de vue processus expérimental. Mais c'est la clé, effectivement,
de tout ce qui va se passer dans l'avenir au niveau de ce changement climatique. Et si on ne comprend pas ça, on passe à côté. Voilà. Je voulais dire aussi une chose, je suis comme Francis, je ne suis pas un fan de l'élante. Et justement, dans le jardin d'émigration, d'avoir vu ce bouquet d'élantes au-dessus de la chapelle des Templiers du XIIe siècle, ça m'a fendu le cœur, parce que l'élante a un système racinaire épouvantable, qui fragmente les roches, qui arrive à casser les murs les plus costauds. Et en ville, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir justement le nombre de maisons dans des rues où l'on voit des élantes qui sortent au bas des façades des maisons. Et actuellement, comme la ville ne se sert plus de pesticides, ça pousse joyeusement. Et il y en a qui le laissent parce que ça fait joli. Et c'est vrai que c'est très joli. Mais il faut voir le rapport. Qu'est-ce que c'est plus intéressant, de garder son mur indemne ou d'avoir un bel arbre? Et en ville, le problème se pose. Hein. Merci Georges pour ces deux... Georges Alliot, parce que tu t'es pas présenté. Mais merci pour ces deux remarques. Sur les lentes, j'avoue que moi, c'est un point de vue que je tiens, parce que il y a tellement de gens qui sont contre que je dis, ben, au moins il y aura moi qui suis pour. je sais que j'ai pas forcément le dessus, mais c'est vrai, quand je lis, j'ai sorti la fiche là de la liste des plantes invasives sur lequel il y a un consensus en France, et les lantes commencent par un A et le premier de la liste. Et donc quand j'essaie de lire les motivations, cette histoire des méfaits du système racinaire, notamment sur les chaussées, des routes, et arrive en premier. Et moi, je me dis, au final, est-ce que c'est peut-être pas très grave? Est-ce que ça peut pas nous changer notre point de vue sur le bitume de la route? Voilà. J'avoue que je suis outrancière un peu des fois, mais Peut-être juste avant peut-être il y a une dernière question. Après, on pourra continuer, boire un coup peut-être dans la salle à côté, en passant par l'atelier Photokino. Juste pour faire un tout petit point donc sur le cycle expérience de paysage en Méditerranée. Donc Véronique clôt l'année 2017 et en 2018. Donc tu es vraiment à l'interface entre les paysagistes, les pépiniéristes, un passeur de paysages comme disait Brice, puisque en fait Philippe Deliot, donc de l'agence Alep, dont tu as parlé, viendra au mois de mars faire une conférence. En juin, il y aura Martí Frank, un paysagiste espagnol ou catalan, en tout cas il est barcelonais, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et qui viendra, puisque l'expérience de paysage en Méditerranée, c'est pas que la France. Et ensuite, à l'automne, on n'a pas encore décidé. Et en décembre, il y aura Olivier Philippi qui viendra donc nous reparler peut-être du Mucem, on verra. Voilà, peut-être une dernière question s'il y a, ou alors on peut le débat de manière informelle après la dernière question d'Antoine. Récemment, je ne sais pas si certains d'entre vous sont passés rue de Rome, au rue Paradis, où ont été plantés des châtaigniers. Non. Des marronniers, pardon. Des marronniers, moi. Et du coup, en termes de pédagogie, comment est-ce qu'on en arrive au point où, en fait, dans une ville méditerranéenne, on plante des marronniers? J'ai décidé de me faire une question piège comme ça, la dernière question, pour me mettre en difficulté. C'est ça. Merci Antoine, je te revaudrai ça. Oui, on va dire, c'est l'histoire. Oui, non, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on va pas, à ce stade, ouvrir peut-être la problématique de la question des services des espaces verts en ville et ce à quoi ils sont confrontés. Mais oui, vous avez peut-être une réponse. Non, j'ai juste une question, parce que j'entends tout ça et je me pose la question si le jardin aujourd'hui ne traduit pas et n'est pas imprégné par l'incapacité qu'on a de s'inscrire dans l'étranger et de plutôt justement amener et accueillir et voir lentement comment les choses s'installent et avoir non pas, j'entends souvent gérer, j'aime bien regarder la nature quand elle se gère tout seul, l'homme est en train de s'imaginer, de gérer, il commence déjà par se gérer lui-même, avant de prétendre de gérer une histoire qui nous dépasse, parce que les végétaux sont là depuis tellement longtemps qu'il
faut avec un peu d'humilité imaginer qu'on est de simples élèves et que l'observation va nous aider peut-être à ça. Et en fait, moi, je renchérirais sur ce que vous dites, c'est-à-dire, c'est pas que les végétaux qui sont là depuis bien plus longtemps devant nous, c'est leur cycle de vie qui est bien plus long que nous. Hein. Quand on voit la vie des arbres, en général, il y a plusieurs vies d'hommes dans une vie d'arbre.